pour partir la journée du bon pied. Au 98.5 Montréal, vous écoutez L'Agacé le matin. Aussi les conventions collectives. Ça revient énormément. 64 des dépenses qui sont liées à du salarial. C'est une source de limitation. C'est encore sur le dos des travailleurs puis sur le dos de la clientèle que ça se fait les coupeurs. Je trouve ça navrant que le gouvernement de la CAQ dise que pour eux, c'est important d'avoir des bonnes jobs, puis qu'à chaque fois qu'il y a une économie à faire, c'est sur le dos des travailleurs. Je sais que l'accès de la santé est parfois difficile. On a atteint 64 de nos cibles pour l'année. C'est probablement le dossier le plus difficile que je vais avoir eu, mais je ne m'attendais pas que ça soit si difficile. À la suite du choix des Américains de reporter Donald Trump au pouvoir, la priorité du Québec devrait être de contrôler ce qui se passe à notre frontière. We accept the choice the country made. I've said many times, you can't love your country only when you win. You can't love your neighbor only when you agree. Voici Patrick Lagacé. Nous sommes le 8 novembre, vendredi, le 8 novembre 2024. Avant le tour d'horizon de l'actualité, commençons avec une météo. Le jour se lève sur Montréal. C'est nuageux présentement. On va avoir quelques averses en mi-journée, maximum de 12. Dégagement en soirée, ce sera frais minimum de 2. Il fait 10 degrés présentement dans la région de Montréal. Samedi, soleil maximum de 8. Dimanche, ennuagement maximum de 8. Et lundi, pluie interminente, 14 degrés. Je commence avec une nouvelle qui est à la une du Journal de Montréal. Il s'agit d'un mot que vous allez probablement entendre parler, dont vous allez probablement entendre parler souvent ces prochains jours, la coaliste. Coa pour coalition, liste pour liste d'électeurs, de sympathisants. Tous les partis politiques tiennent des registres de gens qui leur sont favorables. On voit ça avec Éric Duhaime, très fort sur les pétitions, demande aux gens de signer des pétitions. Et le chef du Parti conservateur va utiliser ça après pour faire du ciblage, va envoyer des messages, des demandes de financement, etc. Tous les partis politiques ont des bases de données semblables. Il semble que c'est un des nerfs de la guerre. Le problème avec la coaliste, c'est pas que les caquistes aient une liste d'électeurs qui leur sont favorables ou pas. Le problème, c'est que cette liste-là s'est retrouvée dans des bureaux de députés, des bureaux de comté, là où les citoyens viennent pas voir un député caquiste, libéral, péquiste ou alors solidaire. Ils viennent voir leur député. Ils ont un problème avec l'impôt, ils ont un problème avec l'état civil, ils ont un problème parce qu'ils cherchent un logement puis ils vont être dans la rue la semaine prochaine. Ils viennent voir leur député. Ils viennent pas voir la couleur de leur député, mais selon la commissaire à l'éthique de l'Assemblée nationale qui a sanctionné un député qui s'appelle Sylvain Lévesque, c'était dans les journaux hier, selon Ariane Mignolet, qui est la commissaire à l'éthique, il y a encore dans les bureaux de comté de la CAQ cette liste-là. Et quand les gens viennent demander de l'aide de leurs députés, ben on les dépiste. On fait une sorte de profilage. C'est-tu un sympathisant? Est-ce que c'est quelqu'un qui est contre nous? Est-ce que c'est quelqu'un qui est neutre? Et à la une du Journal de Montréal aujourd'hui, on a d'autres révélations. Ce sont les journalistes Nicolas Lachance et Geneviève Lajoie qui rapportent ça. Je vous en lis des extraits. Et je ne sais pas si ça va être la même chose pour vous, mais moi, ça m'a fait dresser les cheveux sur la tête. Tous les employés et ex-employés de la Coalition Avenir Québec qui se sont confiés à notre bureau parlementaire ont requis l'anonymat par peur de représailles. Ça, c'est une chose. Et là, on dit, pour un organisme communautaire qui faisait une demande de financement, ça, c'est quelqu'un qui a travaillé pour un bureau de député de la CAQ. Pour un organisme communautaire qui faisait une demande de financement, on regardait la couleur politique des dirigeants. L'objectif, semble-t-il, est de savoir qui sont les sympathisants. Donc, tous les citoyens, semble-t-il, sont fichés en fonction de leur allégeance politique sur la coaliste. Et la coaliste est dans le bureau des députés et le personnel regarde ça. Il semble que ce soit la directrice générale de la CAQ, Brigitte Legault, qui, selon les sources du Journal de Montréal, est le cerveau derrière la création du logiciel. Elle forme et encourage les employés à l'utiliser fréquemment, même tous les jours. Madame Legault, elle, a nié cette affirmation-là. Écoutez, quand tu vas voir ton député, tu n'es pas supposé d'être profilé. Tu es supposé d'aller chercher un service, une demande d'assistance, et le député, qu'importe que tu aies travaillé contre lui, qu'importe que tu sois pour lui, qu'importe que tu sois neutre, ne devrait pas teinter comme ça
son action. Et son personnel, c'est exactement la même chose. On a 2 ministres de la CAQ qui sont ici aujourd'hui. On les avait demandé en entrevue. Simon-Jolin Barrette, Geneviève Guilbeault vont être avec nous. Et on les a demandé en entrevue sur d'autres dossiers. Évidemment, on va leur poser des questions là-dessus. Mais ce qui est rapporté par le Journal de Montréal, ce qui a été rapporté par le commissaire à l'éthique de l'Assemblée nationale, c'est proprement scandaleux. Quand tu vas voir ton député, tu n'es pas censé te faire profiler en fonction de tes préférences partisanes, de tes préférences politiques. On va rester sur ce qui se passe à Québec. Christian Dubé, hier, qui a présenté une mise à jour de son plan santé. Ça avait été présenté, ça, en 2022. Et en gros, je vous le dis, il n'y a plus de cible de rattrapage pour les chirurgies. Il y avait des cibles de rattrapage, il n'y en a plus. On jette la serviette. On dit, écoutez, on va rattraper quand on va rattraper. M. Dubé dit que c'est le dossier le plus difficile qu'il y a à gérer. Il s'y attendait. Mais quand même, c'est fini les cibles. Et je dois souligner une chose. Ailleurs au Canada, il y a eu des retards à cause de la pandémie. Il y a eu des retards qui ont été rattrapés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de liste d'attente ailleurs au Canada pour les chirurgies. Ça veut dire que les retards ont été rattrapés. Pas au Québec. Au Québec, selon un organisme canadien là, qui s'occupe de vérifier les listes d'attente, au Québec, on est encore parmi les plus poches. Et là, quand je vous dis qu'on est parmi les plus poches, vous vous en souvenez, la CAQ, quand elle était dans l'opposition, a martelé 1 médecin de famille par Québécois. C'est une promesse qu'ils n'ont pas tenue, les caquistes. Ça, c'est une chose. Maintenant, M. Dubé a annoncé une mise à jour de son plan santé et on dit, écoutez, le ministre promet une nouvelle porte d'entrée pour les patients orphelins, une porte d'entrée. Ça veut dire que vous allez être rattaché à un professionnel, peut-être une infirmière, peut-être autre chose. Mais juste souligner qu'on est passé dans l'opposition de la promesse d'un médecin de famille par Québécois à une porte d'entrée. Qu'est-ce que ça veut dire, une porte d'entrée? Je ne sais pas. Mais on va écouter hier Christian Dubé et on va écouter François Legault. J'en ai pas en ce moment. Pour être honnête, là, le dossier le plus important qu'ils ont, Santé Québec, en ce moment, c'est le rattrapage des chirurgies. Je pense que les Québécois comprennent la situation. Je pense que les Québécois ne comprennent pas la situation, moi. Je pense que quand tu attends pour te faire remplacer une hanche, quand tu attends pour faire réparer ton dos, ton genou, t'es pas mort, tu vas pas mourir, tu n'as plus de qualité de vie. Je pense pas, moi, que les Québécois comprennent. Je pense pas pantoute. Et je dois dire une chose, je suis tanné des politiciens qui sont dans l'opposition et qui promettent mer et monde et qui arrivent, puis après ça, nous demandent de comprendre. Et c'est souvent ce que fait M. Legault. Je me souviens de M. Legault, là, quand il était dans l'opposition, se déchirait la chemise, quasiment sur le point de s'immoler par le feu devant l'incurie des différents gouvernements qui étaient en face de lui. Plein de promesses, pas capable de livrer. Donc, les gens souffrent. Je le dis encore, j'en connais des gens qui ont été sur des listes d'attente. Tu ne sais pas quand tu vas être opéré, tu n'as plus de qualité de vie, et il y a comme une cascade. C'est-à-dire qu'il y a un effet domino. Tu as mal à une hanche, tu as mal à une épaule, tu prends des médicaments qui sont forts, ça t'assomme, ça peut te rendre dépendant. Tout ça a des conséquences. Là, au moins, M. Dubé arrête de jouer avec les Québécois en disant, écoutez, il n'y a plus de cible. Il n'y a plus de cible, on va rattraper, on va trouver une façon de, mais il n'y a plus de cible quantifiée. Au moins, ça, c'est honnête. Dire que les gens nous comprennent, M. Legault, ça, c'est pas honnête. Itinérance scoop de Thomas Gerbet sur le site de Radio-Canada. Québec tarde à accepter des dizaines de millions de dollars d'Ottawa. Il semble encore là qu'on est dans la chicane constitutionnelle. Il y a 50 millions qu'Ottawa veut donner au gouvernement du Québec pour aider les sans-abri, créer, maintenir des ressources pour les sans-abri. Mais il y a 2 conditions qui viennent avec l'argent et ces 2 conditions-là, c'est notamment de dire comment on va dépenser l'argent. Et il semble que le gouvernement du Québec ne souhaite pas répondre à ces conditions-là, ce qui bloque l'argent. Et Ottawa dit aussi, si on fournit 50 millions, vous devez fournir 50 millions aussi. Au cabinet du ministre Carman, là, on dit que ça procède, sauf qu'il y a une source du journaliste Gerbet qui, lui, affirme que le gouvernement du Québec a un problème avec ça. C'est un autre exemple de chicane constitutionnelle, de chicane de juridiction, de barrière fédérale, provinciale, dont tout le monde se fout,
Mais à Québec, on est très, très pointilleux là-dessus. Juste dire, il y a 50 millions qui attendent pour aider les plus poqués de la société et il semble que ça chipote au bureau du ministre Carman. Parlons de transport maintenant. Vous le savez, on en a parlé hier, il y a un Audi. Un Audi, là, c'est une sorte de radiographie de la situation financière qui a été imposée aux sociétés de transport du Québec et aussi à l'Autorité régionale de transport métropolitain. C'est une firme privée qui a fait ça. Ça a été imposé par le gouvernement du Québec. Et ce qu'on a découvert, ça a fuité hier dans les médias et ça a été confirmé en journée par la ministre Geneviève Guilbeault, la ministre des Transports, c'est qu'il y a 350 millions de dollars d'économies, de dégraissage à faire, notamment en optimisant, c'est un mot à la mode, en optimisant les services et aussi en ayant recours à davantage de sous-traitance. Là, le problème avec la sous-traitance, c'est que vous ouvrez des conventions collectives. Les conventions collectives dans le transport en commun, elles sont signées de bonne foi par les deux parties. Et là, ce que la firme privée propose, c'est bien simple, c'est d'ouvrir les conventions collectives pour aller chercher des économies, prendre des jobs de chauffeurs et en donner, par exemple, au privé, sous-contracté, de l'impartition. Évidemment, les syndicats sautent au plafond. Mme Guilbeault, là-dedans, rejette la balle. C'est dur. Je l'écoutais en entrevue hier, là. C'est pas évident de savoir est-ce qu'elle est d'accord, est-ce qu'elle appuie les directions des sociétés de transport sur ce virage vers l'impartition. Mais ce qui est clair, c'est que si les sociétés de transport, comme la STM, comme la STL, décident de faire ce virage-là, d'essayer d'avoir des jobs au privé, des jobs de chauffeurs qui sont présentement au public, ça va hurler sur un moyen temps. Ceci étant dit, il y a Maxime Bergeron dans la presse aujourd'hui qui a une chronique et qui a décortiqué ce rapport-là et qui arrive avec un chiffre qui va faire sauter beaucoup de gens. Quand on parle de salaire, je veux juste le préciser, on ne parle pas juste du taux horaire, on parle aussi des avantages sociaux, notamment, 119 000 $, c'est la rémunération moyenne des chauffeurs d'autobus de la STM, de la Société de transport de Laval. Et c'est un bond de la Société de transport de Montréal. Et c'est un bond de 16 % sur 4 ans. À Laval, c'est 110 000. Gatineau, 101 000. 99 000 à Longueuil. Québec, 87 000. 76 000 à Lévis. Donc, la moyenne provinciale est à 96 000 $. Et ce que les consultants privés ont mis en lumière dans leur rapport, c'est que le salaire des chauffeurs d'autobus de Montréal et de Laval en poche, c'est 2 fois et demi plus que la moyenne des travailleurs de la région métropolitaine. Je sais que les chauffeurs n'aiment pas ça quand on parle de ce salaire-là, mais c'est là, blanc sur noir. Ça va faire partie du débat. Est-ce que Mme Guilbeault appuie les sociétés de transport si ces sociétés de transport décident d'ouvrir les conventions pour donner des jobs de chauffeurs au privé? C'est une question simple. Je vais poser la question à Mme Guilbeault qui va être avec nous un peu plus tard à l'émission. On va parler maintenant d'indiscipline, en fait de délinquance routière. Il y a quelques dossiers qui retiennent l'attention dans l'actualité. En janvier et mars dernier, Fred Labelle, à cette émission, a parlé de ce qu'on appelle le phénomène du white lining. C'est des gens souvent là, des écervelés, là, qui vont à haute vitesse sur nos autoroutes et qui font du zigzag et qui se filment et qui vont chercher des likes avec ça, des vues sur les réseaux sociaux. Bien, il y a l'émission JE, et c'est résumé dans le Journal de Montréal, là, qui se penche là-dessus aujourd'hui. C'est ahurissant de lire ça. Il y a des gens qui mettent la vie en danger en filant à haute vitesse, 180, 200 km/h, qui se filment. Et le trip, c'est de passer le plus près possible des autres véhicules qui se doutent de rien. Les automobilistes dans les autres véhicules se doutent de rien. Et on fait du zigzag, on fait du slalom. C'est extrêmement dangereux. Il y a des témoignages de policiers. Et les policiers disent, écoutez, quand on les arrête, les peines, les sentences, les sanctions sont extrêmement légères au vu du danger que tout ça représente. Donc, c'est à lire à la une du Journal de Montréal, ça donne froid dans le dos. Et toujours dans le dossier de la délinquance routière, il y a les représentations sur sentence hier qui ont eu lieu dans cette affaire épouvantable survenue sur l'autoroute 440. C'était en 2019 à Laval. Il y a un chauffeur de camion, de poids lourd, qui a eu, on ne sait pas trop quoi, c'est un moment d'inattention, est-ce qu'il était sur son téléphone? Toujours est-il qu'il faisait beau, la visibilité était parfaite à Laval, il y avait un ralentissement, il y a des gens qui étaient arrêtés sur la chaussée, il y avait un bouchon, il n'a jamais arrêté.
Clairement, il n'a pas vu que la circulation était entravée. Il a embouti ce chauffeur-là des voitures. Il y a des morts, il y a des blessés, des gens qui sont blessés à vie. S'appelle Jagmeet Grewal. Et le texte de Louis-Samuel Perron qui fait le compte-rendu des représentations sur sentence. Hier, là, on réclame une peine du côté de la Couronne de 10 ans de pénitencier contre le chauffeur Jagmeet Grewal. C'est à briser le cœur. Tu sais, on lit des nouvelles, on lit un fait divers. Bénédicte nous en parle ici. On en parle quelques jours, mais après ça, quand il y a des gens qui sont tués, l'onde de choc est épouvantable pendant des années pour ces gens-là. Là, la famille témoigne, les enfants témoignent de ce qu'ils n'auront jamais vécu avec leurs parents. C'est vraiment à lire. Et ce qui est encore plus fâchant, c'est que ce chauffeur de poids lourd, M. Grewal, était un danger ambulant. Il n'aurait pas dû prendre le volant. Il avait déjà été déclaré inapte à vie à conduire un camion. Il était pourtant derrière le volant d'un camion. Il souffrait également d'importantes limitations physiques et psychologiques, ne prenait pas sa médication adéquatement. Donc, c'est un peu pour tout ça que la Couronne demande 10 ans d'emprisonnement. Et toujours autour de ce carambolage, c'est un hasard. Hier, il y avait... aujourd'hui, dans le Journal de Montréal, il y a une policière qui a été virée à Laval pour des liens avec un mafieux. Une histoire de maison achetée. Et les corps policiers, je vous le dis, sont assez frileux. Si vous connaissez, vous êtes policier, policière, vous connaissez des gens dans le crime organisé, vous pouvez être sûr que votre vie va être virée à l'envers. On va vous enquêter. On veut savoir si vous êtes un policier, une policière compromis. Cette policière-là a été virée. Et là où il y a un lien avec le carambolage de l'autoroute 440 en 2019, c'est que la policière Valérie Laverdure a reçu une médaille de bravoure parce que quand elle est arrivée sur scène, semble-t-il, elle s'est vraiment distinguée en essayant de sauver des gens qui étaient pris dans le carambolage. Je veux parler un peu de politique internationale. Je vais parler dans un instant de ce qui se passe aux États-Unis. Transition pacifique, le président Biden qui a décidé, lui, d'appeler Donald Trump et de le féliciter. Mais juste avant, nouvelle de dernière heure, c'est arrivé à Amsterdam dans les heures passées. Il y a au moins 10 partisans, 10 fans de soccer israéliens qui ont été attaqués dans les rues de Amsterdam par de jeunes Arabes, semble-t-il, de jeunes Arabes pro-palestiniens qui cherchaient des fans qui étaient venus assister à un match entre une équipe israélienne et une équipe néerlandaise à Amsterdam. On les a trouvés, on les a battus. Donc, plusieurs fans israéliens de soccer comme ça qui ont été battus, pourchassés, talonnés dans les rues d'Amsterdam. Évidemment, l'époque étant ce qu'elle est, tout ça a été filmé. Le gouvernement israélien est absolument furieux. On a envoyé 2 avions pour rapatrier les fans israéliens. Mais il y a aussi des rapports qui disent que ces fans-là chantaient des slogans, chantaient des chansons anti-palestiniennes, se réjouissant de ce qui se passe à Gaza notamment. Donc, il y a peut-être que ceci explique cela, mais toujours est-il que c'est sur le point de quasiment causer un incident diplomatique entre les Pays-Bas et Israël. Donald Trump, maintenant, a reçu cet appel de Joe Biden. Joe Biden qui a dit, lui, publiquement, la volonté du peuple va toujours primer. Donc, transition pacifique du pouvoir, c'est pas réciproque. Hein? On le sait, là, Donald Trump, quand il a perdu aux mains de Joe Biden en 2020, le sentiment n'était pas partagé. Il n'a jamais collaboré avec l'administration pour la passation du pouvoir. Au contraire, il a encouragé ses militants à tenter de renverser le résultat de l'élection américaine de 2020. Sinon, au pays, il y a des craintes au Canada, au Québec, sur les politiques de déportation de Donald Trump. On le sait, il cible des millions d'immigrants illégaux qui sont sur le territoire américain, veut les trouver, les déporter. Il paraît que ça va coûter des milliards. Et pas juste des milliards pour les trouver et les déporter, des milliards à l'économie américaine. Parce que quand même, ces gens-là occupent des emplois qui participent à l'économie. Mais toujours est-il qu'au Québec, on se pose la question. Il y a eu un échange de mots assez dur hier entre Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois, et François Legault, le premier ministre du Québec, là-dessus. M. Paul Saint-Pierre Plamondon reproche à M. Legault de ne rien faire. Lui reproche de ne pas critiquer le fédéral, de ne pas avoir de levier pour faire bouger le fédéral. La question qui demeure entière, c'est que ferait
M. Saint-Pierre Plamondon s'il était premier ministre du Québec dans une situation semblable. Parce que la crainte, évidemment, c'est que des migrants qui seront traqués par l'administration américaine vont essayer de trouver refuge au Québec et au Canada. Sinon, toujours dans les répercussions de l'arrivée de M. Trump à la Maison-Blanche, il y a un nouvel affrontement qui se dessine, on peut lire ça dans le journal La Presse, sur la gestion de l'offre. La gestion de l'offre, c'est quoi? C'est un système qui a été mis sur pied dans les années 70 en réaction à l'instabilité des prix de la volaille, des œufs, du lait. Et l'idée, là, c'est de coordonner la production et la demande à l'aide d'un système de quotas de production. Ça garantit certains revenus aux agriculteurs et à droite, au Canada, on a toujours vu ça comme un système qui fait que le lait, la volaille, les œufs, ça coûte toujours plus cher. Les Américains, dans les échanges, dans les négociations commerciales, ont toujours été embêtés par ça. Mais là, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe parce que le Wisconsin, aux États-Unis, l'État du Wisconsin, est le deuxième producteur de lait aux États-Unis. Ça fait longtemps que les producteurs du Wisconsin sont fâchés contre le Canada parce que le système de gestion de l'offre protège le marché canadien des produits agricoles comme le lait, comme les œufs, comme la volaille étrangers. Fait que les Américains ne sont pas contents. Ils se disent, comment se fait qu'on ne peut pas vendre tout ça au Canada de façon beaucoup plus libre? Parce que quand on veut en vendre, ça nous coûte plus cher. Il y a des barrières tarifaires. Et là, il y a des négociations qui vont s'enclencher là-dessus. Il semble que cette fois-ci, les Américains vont être extrêmement acharnés dans leur demande de l'accès au marché canadien. Ça va vraiment ruer dans les brancards, dans les campagnes, les agriculteurs qui sont vraiment en faveur du maintien de ce système de gestion de l'offre. Merci d'être là. Écrivez-nous 9898. Toujours bien informé. Au 98.5 Montréal. Voici Patrick Lagacé. Le ministre de la Justice est aussi responsable de la protection du consommateur, leader parlementaire du gouvernement aussi. Simon-Jolin Barrette est avec nous. On va parler du projet de loi 72 qui a été adopté à l'unanimité hier par l'Assemblée nationale. Ça vise à protéger le consommateur. Monsieur Jolin Barrette, bonjour. Bonjour, M. Lagacé. Ça a été adopté à l'unanimité, donc c'était une bonne idée, votre projet de loi. Manifestement, oui, puis je pense que les Québécois vont être contents parce que c'est un projet de loi qui va améliorer concrètement au quotidien leur réalité, notamment sur l'affichage des prix à l'épicerie. Quand les Québécois vont aller faire leurs emplettes, ils vont savoir véritablement à quel prix le produit qu'ils achètent. Ça va être clair, le prix membre, le prix non-membre, s'ils font un achat groupé. Même chose également dans les restaurants. Désormais, le pourboire va être calculé avant les taxes. Donc, lorsqu'on vous tend le terminal, ça sera sans pression également. Il n'y aura plus d'émoticônes, très bien, excellent, pas du tout. Alors, on enlève de la pression au consommateur également. Même chose pour la politique d'exactitude des prix à l'épicerie. C'était 10 $ auparavant depuis 2001. Maintenant, c'est rendu à 15 $. Donc, c'est des avancées significatives pour les Québécois et les Québécoises sur le portefeuille. Puis je vous dirais que pour ce qui est du pourboire, là, je pense que c'est la mesure phare, en tout cas celle qui a retenu le plus l'attention dans votre projet de loi. Je dirais qu'il y a un effet même maintenant. Je sais que la politique entre en vigueur dans 6 mois, sauf que, je vous le dis, j'ai pas fait une étude exhaustive, monsieur le ministre, là, mais le 15 % est devenu soudainement moins cher, je vous dirais, depuis que vous avez annoncé votre mesure. Mais écoutez, tant mieux, parce que vous savez, ce qu'on voulait, c'est de la transparence, puis surtout aussi, quand vous alliez au restaurant, puis vous poinçonniez, supposons, le 15, le 18, le 20 %, mais c'était pas un vrai 15, 18 et 20 %. Alors, je pense que par mesure de l'équité, puis que les Québécois puissent véritablement laisser le montant qu'ils souhaitent laisser, c'est important que le pourboire soit calculé avant les taxes. Alors, tant mieux déjà si les pratiques changent, mais dans la loi, ça va entrer en vigueur le temps de calibrer les machines dans 6 mois. Puis là, les Québécois sont généreux. Hein. Ils vont pouvoir laisser le montant qu'ils souhaitent, mais au moins, ils n'auront pas l'impression de se faire avoir avec un pourcentage qui est calculé après les taxes. Exactement, ce qui gonfle le pourcentage du pourboire. Parlez-moi des conséquences maintenant limitées à un maximum de 50 $ pour les consommateurs en cas de fraude de la carte de débit. Oui, bien, c'est une mesure qu'on a mis en place parce que actuellement, lorsque vous faisiez frauder, sur votre carte de crédit, votre responsabilité était limitée à 50 $. Mais pour votre compte courant, votre compte débit là, à la caisse ou à la banque, il n'y avait pas de limite. Alors désormais, pour la fraude grands-parents, également pour les transactions non autorisées, ça sera une limitation à 50 $ de la responsabilité du consommateur.
Puis on en a de plus en plus des cas comme ça, M. Lagacé, où, exemple, des personnes âgées se retrouvent à recevoir un appel supposément de leur fils, d'un proche, qui leur dit, écoutez, papa, maman, grand-papa, grand-maman, je me suis fait arrêter, j'ai besoin de 5 000 $ tout de suite. Le classique. Alors, le classique. Alors, désormais, on va venir limiter la transaction, en fait, la responsabilité à 50 $ uniquement pour lutter, contre les fraudes, et surtout en cas de transaction non autorisée où le compte est débité, bien, ce sera un maximum de 50 $. Je pense que c'est une avancée significative à la lumière de l'ensemble des fraudes qu'on a. Puis l'institution financière devra rembourser, à moins qu'il y avait des indices probants qui font en sorte que la transaction n'aurait pas dû être faite. Mais là, vous devinez bien que les institutions financières vont en trouver des exemples probants pour ne pas payer. Là. Ça risque d'être peut-être un parcours du combattant pour les citoyens qui se font frauder, là. Bien, écoutez, la loi est assez claire relativement à ce qu'on indique à l'intérieur. J'ai fait des commentaires également dans le cadre des travaux parlementaires. Nous, notre objectif, c'est que la responsabilité du consommateur soit limitée à 50 $ quand la transaction n'est pas autorisée. Et si jamais elle est autorisée, mais il s'agit d'une fraude également, c'est couvert, à moins qu'il y ait une faute lourde de la part du consommateur, puis que véritablement, il y ait une insouciance déréglée, négligence grossière. Alors, c'est vraiment une avancée pour les consommateurs, ce qu'on a fait dans le cadre de ce projet de loi-là, avec justement la responsabilité du consommateur. Puis on est venu aussi, M. Lagacé, encadrer le crédit variable aussi, parce qu'on avait des gens parfois plus vulnérables qui devaient aller vers des prêteurs privés et qui se faisaient imposer des taux d'intérêt à 300 % à cause des frais d'adhésion, des frais de renouvellement qui étaient séparés. Donc, c'était véritablement là, de prendre en otage les consommateurs québécois qui avaient accès à du crédit variable. Donc, là aussi, on vient resserrer les règles. Bravo, je pense que ce sont des bons gains pour les consommateurs. Je veux vous entraîner sur un autre sujet, la coaliste. C'est à la une du Journal de Montréal aujourd'hui, Monsieur le ministre, là. C'est une liste de sympathisants. C'est pas inhabituel dans les partis politiques qu'on tienne une liste semblable pour cibler nos messages, nos demandes de financement, par exemple. Sauf que là, ça se serait retrouvé dans les bureaux de comté. Et selon le Journal de Montréal, c'était consulté, par exemple, dans certains bureaux de comté pour savoir si le citoyen qui venait nous demander de l'aide, une demande d'aide avec la machine gouvernementale, une demande d'aide financière, c'est-tu un sympathisant caquiste ou c'est pas un sympathisant caquiste? La question que j'ai pour vous est bien simple. Est-ce que c'est normal que des employés politiques d'un parti, quand ils interagissent avec des citoyens, aient accès à ces données-là? Non, la réponse, c'est non. Écoutez, moi, dans mon bureau de comté, ça n'a jamais été fait, puis ça ne sera jamais fait. Tous les Québécois, lorsqu'ils vont voir leurs députés, peu importe la formation politique, qu'ils soient de la CAQ, du Parti libéral, de Québec solidaire ou du PQ, tout le monde est traité équitablement, puis c'est en fonction de leurs problématiques. Vous savez, quand on est député, là, on a des cas de comté à chaque semaine, puis on est là pour aider les gens. Alors, l'allégeance politique a aucune affaire dans l'analyse du dossier. Alors, pour moi, c'est très, très clair. Puis, vous savez, lorsqu'on est élu, là, c'est très rare qu'on gagne à plus de 50 % au Québec avec notre système électoral. On représente tous les Québécois qui ont voté pour nous ou non. Puis je pense que dans toutes les formations politiques, tout le monde est d'accord avec ça. Mais dans le journal, il y a des sources actuelles qui travaillent pour la CAQ et passées qui disent « On s'en est servi pour savoir si la personne qui venait nous voir dans le bureau de comté, c'était ou pas un sympathisant caquiste. » Ça, est-ce que vous convenez que ça a pu se passer? Bien, écoutez, il n'y a pas de directive à cet effet-là. Moi, c'est très clair que dans mon bureau de comté, c'est pas comme ça que ça fonctionne. OK. Fait que vous en tenez à dire que dans votre bureau, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous niez pas que ça peut se passer ailleurs. Il y a pas de, je suis pas au courant de toutes les situations qui ont pu arriver par d'ex-employés, mais une chose qui est claire, c'est qu'il n'y a pas de directive à cet effet-là, que ce soit du parti, que ce soit de la formation politique à l'Assemblée nationale non plus. Et je le réitère, tous les Québécois, peu importe dans quel bureau de comté ils se présentent, que ce soit au Parti québécois, à Québec solidaire, à la CAQ ou au Parti libéral, ils sont traités en fonction et doivent être traités en fonction
de leurs problématiques, de leurs besoins. Ils viennent voir leurs députés pour régler un problème avec l'État québécois ou pour être conseillés. Puis tout le monde est traité sur le même pied d'égalité. L'allégeance politique n'a pas sa place. Puis de toute façon, généralement, l'accès au pointage, si je peux dire, n'est pas disponible en dehors des périodes électorales. Mais ce que rapporte le journal, c'est que c'est disponible dans les bureaux. Bien, ce que je vous ai dit, M. Lagacé, c'est que généralement, c'est pas supposé être accessible. OK. Allez-vous envoyer une directive à la CAQ pour dire on arrête de s'en servir quand on interagit avec des citoyens qui viennent voir les députés des bureaux de comté? Bien, en fait, M. Lagacé, c'est pas supposé, puis c'est pas la pratique que nous avons. Alors, l'ensemble de la députation, M. Lagacé, ne consulte pas les antécédents de vote ou enfin on ne sait même pas pour qui les gens ont voté. Hein, c'est lorsqu'il y a du pointage qui est fait, comme toutes les formations politiques en période électorale, c'est un outil pour que les sympathisants puissent être motivés à aller voter. Alors en campagne électorale. Donc cet outil-là sert en campagne électorale relativement à l'identification de qui est un sympathisant ou qui n'est pas un sympathisant. Mais il y a une chose qui est sûre, il n'y a pas de directive à la CAQ et tous les citoyens sont traités sur le même pied d'égalité en fonction de leurs problématiques. Et ça, je peux vous en assurer. Et il n'y a pas de directive à l'effet contraire. Dans le journal, M. Jolin Barrette, là, il y a quand même une cocasserie. Je cite, là, des centaines de personnes souhaitent rencontrer des élus. Et pour faire le tri, le logiciel est utilisé. Même les caquistes seraient triés selon leur degré de partisanerie. Il y a une échelle, là, genre de 3 à 5. Les plus fidèles sont classés 5. Étiez-vous au courant que les sympathisants caquistes étaient classés dans la coalition selon leur fidélité au parti? Moi, j'ai jamais vu ça, M. Lagacé. Alors, écoutez, ça me jette un peu en bas de ma chaise. Lorsqu'on veut une rencontre avec son élu, on appelle au bureau de comté, puis on le rencontre en fonction des disponibilités qui sont là. Puis, de ma connaissance, peu importe la formation politique, qu'il soit au PQ, à QS, chez les libéraux ou à la CAQ, les députés se rendent disponibles pour rencontrer l'ensemble de leurs citoyens, puis de traiter leurs problématiques, leurs problèmes en fonction de leurs besoins. Puis c'est comme ça que ça marche, la démocratie. C'est pas, peu importe pour qui voter au moment du vote, le vote est secret. Puis, à partir de ce moment-là, c'est un service public qu'on offre, un service à la population. Puis on représente, une 60aine de mille d'électeurs, à peu près 100 000 de population dans chacune des circonscriptions du Québec. Puis on est fiers de représenter tous les citoyens, peu importe les allégeances politiques. Le temps nous presse, mais je vais vous réinviter pour qu'on parle de votre projet de loi sur le changement d'heure, M. Jolin Barrette. On va faire ça très, très rapidement. Bien, ça va me faire grand plaisir. D'ailleurs, la consultation est disponible jusqu'au 1er décembre prochain. Vous avez vu également, M. Lagacé, il y a eu un sondage qui est sorti dans le Journal de Montréal dernièrement où 80% des citoyens québécois souhaitent mettre fin à la pratique de changement d'heure. Alors, je pense que c'est un débat qui est important et qu'on doit avoir. Là, la prochaine question, c'est est-ce que c'est l'heure normale ou l'heure avancée? Je suis très biaisé dans ce dossier. Je suis très content de votre projet de loi. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Merci, M. Lagacé. Bonne journée à vous. À la prochaine. C'était le ministre de la Justice, aussi responsable de la protection du consommateur, Simon Jolin Barrette. Toujours bien informé. Au 98.5 Montréal. Voici Patrick Lagacé. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on retrouve notre chroniqueur aux affaires internationales, Jean-François Lépine. Salut, Jean-François. Bonjour, Patrick. Jean-François, c'est un coup de semonce. Hein? On pensait que Donald Trump avait des chances de gagner la Maison-Blanche. Les sondages disaient que c'était très serré. Il a gagné haut la main et là, il va avoir un effet domino dans plusieurs pans de l'ordre mondial. Oui, tout à fait. Et on a vu les chefs d'État et de gouvernement le féliciter pour sa victoire dès le premier jour, mais en fait, hier, on a vu toute une série de réajustements dans les commentaires où les gens se rendent compte que, comme un peu la ministre Freeland l'a dit mercredi, on peut parler peut-être d'un début d'un nouvel ordre mondial, tellement Trump a promis des changements importants dans le rôle qu'il entend faire jouer aux États-Unis dans le monde, et ça, c'est important. Hier, par exemple, une quarantaine de pays d'Europe étaient réunis à Budapest, en Hongrie. Il y avait les 27 pays de l'Union européenne, mais il y avait aussi 13 autres pays d'Europe, dans un forum de partage politique qui a été créé par la France, qui s'appelle la Commission politique européenne. Le président Macron a dit à cette occasion-là
il a invité les pays membres à réaliser que l'Europe doit prendre le contrôle de son avenir. Pourquoi? Parce que c'est ce que le président Trump a toujours dit en critiquant l'Europe. On sait qu'il veut diminuer l'implication des États-Unis au sein de l'OTAN. Ce qu'on observe, Patrick, et c'est ça qui est intéressant, c'est que le président Biden, en arrivant au pouvoir en 2021, avait rétabli l'importance pour Washington des alliances internationales, comme l'ONU, comme l'OTAN face, entre autres, à l'invasion des troupes russes en Ukraine. L'importance, donc, des alliances américaines. Trump est complètement différent. Il est reconnu comme un isolationniste en politique internationale. On appelle ça aussi un transactionnel. C'est-à-dire que lui, ce qui est important, c'est de signer des accords intéressants pour les États-Unis avec les pays. Et on dit que son intérêt, c'est de faire ça pour les États-Unis, mais aussi pour sa propre carrière. Il n'est pas un idéologue, il n'a pas de vision particulière de la planète, mais il veut jouer un rôle extrêmement déterminant. Il ne croit pas non plus à toutes ces alliances-là, comme l'OTAN, comme l'ONU, et aux compromis qui, dans ces assemblées-là, diluent le pouvoir de Washington. Donc, on peut s'attendre à une attitude critique face à l'OTAN, comme je l'ai dit, parce qu'il ne veut plus la financer autant, face à l'ONU, qui est déjà, d'ailleurs, qui souffre déjà d'un manque d'influence dans le monde, face aux agences de l'ONU aussi, comme l'OMS. On dit que si Robert Kennedy Jr. avait un poste lié à la santé, il serait très critique parce que c'est un anti-vaccin. Donc, face à une organisation comme l'OMS, c'est toutes ces institutions internationales-là qui avaient garanti la stabilité de la planète depuis la Deuxième Guerre mondiale qui serait menacé si Trump arrivait à ses fins. Et c'est ça, cette espèce de nouvel ordre mondial changé, transformé, que beaucoup craignent. Les accords internationaux, par exemple, sur l'environnement pourraient y passer. Il a déjà dit qu'il sortirait les États-Unis des accords de Paris. M. Biden était revenu dans le cadre des accords de Paris en arrivant au pouvoir. Il dit qu'il veut mettre aux États-Unis fin à l'Inflation Reduction Act, par lequel Washington avait financé à coût de centaines de milliards de dollars l'industrie, par exemple, de l'électrification des transports aux États-Unis et toute une série de mesures pour lutter contre les changements climatiques. C'est un climato-sceptique qui veut relancer l'exploitation des hydrocarbures. Alors, comme on le devine, si les États-Unis prenaient une attitude franche dans cette voie-là, ben, ça risquerait de justifier d'autres économies puissantes de la planète de ralentir leur programme visant à protéger l'environnement. Ce serait une catastrophe. Donc, c'est ça, la catastrophe appréhendée. Maintenant, comment elle va s'appliquer? Est-ce qu'il va avoir les moyens de le faire? C'est une autre question. Et Jean-François, il y a différents types de réactions. Il y a des réactions à l'arrivée de M. Trump là, qui sont... il y a des gens qui sont épouvantés, mais... Tu sais, il y a des pays qui ont beaucoup à perdre, mais il y a peut-être des pays aussi qui ont beaucoup à gagner de l'arrivée de M. Trump au pouvoir. Oui, par exemple, les deux grandes puissances autocratiques de la planète, la Russie et la Chine, sont déjà plus favorable à Trump qu'il l'était face à Biden. M. Poutine l'a qualifié hier de brave homme. La Chine vient d'annoncer un plan budgétaire pour se préparer à une guerre commerciale qui va s'intensifier avec les États-Unis sous Trump. Mais Pékin a toujours accordé une préférence à la politique étrangère de Trump, cette politique transactionnelle, je négocie avec toi individuellement, plutôt qu'à cette promotion des alliances. M. Biden avait créé toute une série d'alliances pour tenter de contrer la puissance chinoise, en particulier en Asie. Alors, il y a donc des visions différentes. Prenons deux exemples extrêmes. Le cas du président Zelensky de l'Ukraine qui a dit dès le début, on espère que Trump n'abandonnera pas ses idées d'imposer la paix par la force. Hier, il a dit qu'il avait eu une conversation téléphonique avec le président américain, mais il a ajouté un cessez-le-feu imposé serait une défaite pour l'Ukraine. Les Européens ont dit la même chose à Budapest. Qu'est-ce que ça veut dire? On le sait, M. Trump a promis de régler cette histoire. Les guerres, certainement la guerre entre la Russie et l'Ukraine en 24 heures. C'est une caricature, mais il le dit quand même. Alors, le régime ukrainien, entre autres, a extrêmement peur d'une décision des États-Unis qui dirait « je coupe l'aide américaine » à l'Ukraine et même à l'OTAN si
on ne règle pas ça de façon dans un compromis. C'est une attitude qui renforcerait beaucoup le pouvoir de Poutine. C'est pas sûr que M. Trump aille jusqu'au bout dans ce plan-là, parce que ça montrerait peut-être une attitude de faiblesse de Trump face à Poutine. Mais c'est sûr que la crainte de Zelensky, c'est que si on impose un accord de paix aux deux pays, qu'est-ce que ça va vouloir dire? Ça va vouloir dire qu'on concède les gains russes que la Russie a fait depuis le début de la guerre en Ukraine. Ça probablement va faire en sorte que l'Ukraine ne pourra pas adhérer à l'OTAN, sinon la Russie ne l'accepterait pas. Donc, ce serait un échec monumental après tous ces mois de guerre et cette catastrophe depuis février 2022 pour l'Ukraine. À l'inverse, le premier ministre Netanyahou, lui, en Israël, a salué l'élection de M. Trump comme celle d'un personnage qui, il le sait lui-même, ne lui imposerait pas de contraintes comme le faisait l'administration Biden, même si l'administration Biden ne réussissait pas tellement à le contrôler dans ses ambitions guerrières. Quel sera l'avenir du conflit au Moyen-Orient sous le régime de Trump? C'est la grande question. Là aussi, il a promis de mettre fin à la guerre, mais c'est une situation beaucoup plus complexe dans laquelle les États-Unis sont très intimement impliqués. D'ailleurs, lui-même, dans son premier mandat, M. Trump, il avait décidé de déménager l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, ce qui avait jeté de l'huile sur le feu à l'époque. Ça avait été une décision catastrophique. Mais du côté du premier ministre israélien, qui est plus radical, qui est vraiment enfermé dans une logique de guerre qui va aller très loin, qu'il souhaite mener jusqu'à la fin contre le Hamas et contre le Hezbollah, on a vu que pendant que toute l'attention du monde était portée sur les élections américaines, il a renvoyé, M. Netanyahou, son ministre de la Défense, qui était le seul élément dans le cabinet de guerre israélien qui essayait de le contrôler, qui essayait de modérer le carnage des représailles israéliennes contre le Hamas et le Hezbollah, et qui essayait surtout d'améliorer la condition catastrophique des populations de la région. Ça va être un conflit vraiment intéressant à suivre sous l'administration Trump. On a parlé, j'ai lancé ta chronique, Jean-François, en parlant de bouleversement dans l'ordre mondial. Il y a la ministre canadienne Chrystia Freeland là, qui parle, elle, de la fin de l'ordre mondial. Est-ce que tu penses que Trump va vraiment pouvoir justifier cette crainte-là, va agir là-dessus en provoquant la fin d'un ordre mondial là, qui a cours depuis la fin de la Deuxième Guerre? Oui, il y a beaucoup de politiciens, on l'a vu au Canada, là, qui essaient de temporiser. Mélanie Joly l'a dit à ton micro hier. Nous sommes prêts, il faudra voir comment on va réagir au fur et à mesure, advenant les décisions que prendra M. Trump. Il faut dire que M. Trudeau n'a pas beaucoup de crédibilité pour tenir tête à Trump. Il est en position de faiblesse. Le Canada, c'est le pays le plus délinquant en matière de politique environnementale depuis au sein du G7. C'est un délinquant aussi dans sa contribution militaire à l'OTAN. M. Trump a beaucoup critiqué le Canada dans ce domaine-là. Jusqu'où ira donc Trump en politique internationale? Le Canada sera certainement pas pour l'instant le pays qui va le freiner dans ses ambitions de changer l'ordre mondial. Alors donc, jusqu'où ira-t-il? Ça dépendra, tout le monde essaie d'évaluer ça, de son entourage. Il pourrait, cette fois-ci, par rapport à son premier mandat en 2016, s'entourer d'une équipe plus radical. Il y en a des éléments extrêmement radicaux dans son entourage au Parti républicain. Donc, une équipe plus radicale que celle qui l'entourait lors de son premier mandat. On le sait parce que ces généraux-là, ces conseillers militaires l'ont dit à plusieurs journalistes, ont tout expliqué ça en public. On sait que au cours de son premier mandat, il avait été freiné en politique étrangère par ses conseillers plus modérés durant ce mandat-là. Il y aura aussi, il ne faut pas le négliger, la force de l'administration américaine, le secrétariat d'État, vraiment les traditions politiques de la bureaucratie américaine en matière de relations internationales pour calmer le jeu. Ça, c'est extrêmement important. Puis, le Congrès, M. Trump va dominer le Congrès, c'est vrai, mais il faut se rappeler que même les républicains qui auront une majorité à la Chambre des représentants et au Sénat, les républicains comportent beaucoup d'éléments modérés en politique étrangère. Alors, enfin, il y a des gens aussi qui disent que sa marge de temps pour agir,
c'est 2 ans. Pourquoi? Parce que d'ici 2 ans, il y aura en 2026 les élections de mi-mandat, qui pourraient être dures pour lui s'il va trop loin en politique étrangère. Donc, on pense que Trump n'aura ni le temps, ni la liberté de changer beaucoup de choses dans l'ordre mondial parce que c'est éminemment complexe. Jean-François, merci beaucoup. On va se retrouver lundi. Je te souhaite une bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine. Du gras dans les administrations publiques, il y en a. Des fois, il y en a beaucoup. Est-ce qu'il y en a dans les sociétés de transport collectif? La STL à Laval, la STM à Montréal, toutes les sociétés de transport sont différentes, mais le gouvernement du Québec a imposé ce qu'on appelle un audit. C'est une sorte de radiographie des états financiers, du budget de fonctionnement à ces sociétés de transport. Ça a été réalisé par la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton. Ça fait beaucoup jaser depuis qu'on a pris connaissance des premiers éléments hier. La ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, est en studio. Madame Guilbeault, bonjour. Bonjour, M. Lagacé. Écoutez, je lisais les rapports à propos de cet audit-là et je me disais, wow, fantastique, 350 millions peut-être à aller chercher, c'est pas rien. Si on le met sur 10 ans, c'est 3,5 milliards. Par contre, ouvrir les conventions collectives pour confier des jobs de chauffeur d'autobus au privé, c'est plus facile à dire qu'à faire. Oui, bien, il y a des gros défis là, dans le rapport qu'on a présenté hier. D'abord, vous le dites, il y a des pistes d'optimisation qui ont été présentées à hauteur de 346 millions récurrents annuels. Donc, effectivement, très intéressant. Puis, il y a plusieurs recommandations. Mais parmi celles-là, oui, il y en a qui touchent la question des conventions collectives. Puis, comme je le disais hier, c'est même en filigrane de certaines autres recommandations dans le sens où, par exemple, l'impartition dont vous avez parlé, c'est-à-dire déléguer des services au privé. On parle de mutualisation aussi, entre autres. Par exemple, un garage, tu sais, c'est pas applicable partout, mais quand il y a une proximité géographique entre deux sociétés de transport... Laval et Montréal pourraient partager ça. Mais oui, ou tu sais, je donne souvent l'exemple, ça, que les gens qui nous écoutent, pour eux, c'est le gros bon sens, là. Un autobus qui roule sur le territoire d'une autre société de transport, qui passe devant des passagers qui pourraient embarquer dans l'autobus, mais qui n'ont pas le droit d'y prendre. Ben non, c'est ça, ils n'ont pas le droit. Fait que dans le cadre du tunnel Hippolyte, ça, c'est un problème qu'on avait. Donc, c'est des choses qui ont l'air simples d'être le gros bon sens, mais c'est pas possible parce qu'on se heurte à des clauses de convention collective. Alors, c'est ce que dit la firme dans son rapport. La flexibilité, c'est très difficile pour les sociétés de transport d'avoir de la flexibilité puis de pouvoir agir sur leur productivité, leur performance, à cause notamment, pas seulement, mais à cause notamment de clauses de convention collective. Alors, ce que je disais, c'est de la même façon que nous, le gouvernement, avec les conventions collectives qui relèvent de nous, dans nos négociations, entre autres avec les infirmières, avec les professeurs, aller chercher de la flexibilité pour offrir des meilleurs services. C'est sûr que c'est difficile, c'est compliqué, ça prend du courage, mais les sociétés de transport, je pense, sont rendues là dans la recherche de solutions, de rallier les syndicats à ce qu'ils fassent partie aussi de la solution. Mais là, on a vu tout de suite une levée de bouclier des syndicats. On ne veut pas laisser aller des emplois pour donner ça en impartition au privé. Votre rôle là-dedans, est-ce que vous en avez un d'après vous? Est-ce que vous pourriez aider les sociétés de transport avec des changements législatifs à peut-être imposer de l'impartition pour, par exemple, les jobs de chauffeur d'autobus? Bien, pour ce qui est des conventions collectives, c'est sûr que les employeurs, c'est les sociétés de transport qui relèvent des municipalités. C'est pour ça que je disais, vous vous souvenez quand j'avais dit, là, le transport collectif, c'est pas dans la fougère du gouvernement. C'est dans le sens le fameux où, gérer vos fougères. Bien, c'est ça. C'est dans le sens où, oui, on est très, très généreux, on met énormément d'argent, mais les opérations, les employés de ces sociétés-là relèvent pas du gouvernement. Je vous interromps une seconde. C'est à eux de faire l'exercice. Je vous interromps une seconde, Mme Guilbeault. C'est vrai que c'est pas votre fougère. Moi, je me souviens, c'était pas votre gouvernement, mais il y a quelques années, le gouvernement a voulu aider les villes à faire le ménage dans toute la question des fonds de retraite des employés du municipal. On avait aidé les municipalités en ce sens-là à l'époque à Québec. Donc, vous pourriez aider, gouvernement libéral vous pourriez aider à la CAQ, si vous le désiriez, vous pourriez aider les sociétés de transport, les municipalités à imposer de l'impartition. Allez-vous le faire? Mais il y a déjà des marges de manœuvre qui sont possibles. C'est ce que je vous explique. Regardez ce que le fruit d'une négo. Au fruit d'une négo. Oui, le fruit d'une négo, mais il faut voir, là, sur la totalité, on a 10 grandes sociétés de transport au Québec. Ici, on est à Montréal. Bon, on pense pourquoi la CMM, il y en a 4 ici sur le territoire de la CMM, mais il y en a 10 au total au Québec. Et elles ont chacune différentes conventions collectives selon le type d'emploi. Donc, il y a toujours plus ou moins des conventions collectives qui sont en train d'arriver à échéance. Au moment où on se parle, il y en a qui commencent certaines négociations. Donc, c'est pas de rouvrir les conventions puis de le faire de manière radicale. Mais de toute façon, ils sont amenés à être
presque continuellement en renégociation d'une convention ou d'une autre. Et c'est de dire, voici, nous, on a besoin de rallier les syndicats, on a besoin que vous fassiez partie de la solution. On a des déficits de centaines de millions de dollars qui s'annoncent récurrents. 2,5 milliards juste ici, là, à la RTM, donc dans la CMM à Montréal, d'ici 2028. Personne n'a cet argent-là. Alors, tout le monde doit faire partie de la solution. Le gouvernement aussi, d'ailleurs, il y a des recommandations qui nous touchaient. Et j'ai dit, nous, on est déjà en train de travailler sur tout ça. Pour certaines, vont se conclure bientôt. Donc, chacun a ses responsabilités, je pense, là-dedans. 10 sociétés de transport, vous l'avez dit, juste dans la région de Montréal, il y en a 4. Est-ce qu'il y en a trop de sociétés de transport? Bien, écoutez, quand on lit le rapport, il y a une recommandation là, qui a été formulée en disant on doit revoir les rôles et responsabilités de chacun. Parce que oui, il y avait les 10 sociétés de transport, mais la RTM aussi a été auditée. Donc, on a mis la RTM là-dedans. Et il y a beaucoup de monde dans le transport collectif. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent quand je parle à mes collègues élus municipaux. Il y a beaucoup de monde. C'est compliqué. Il y a des couches qui se superposent. Là, donc, il y a les maires, par exemple, les maires, les mairesses du Grand Montréal. Il y a la CMM. Ces gens-là sont sur l'exécutif de la CMM. Ils sont aussi sur le conseil d'administration de la RTM. Et à travers ça, il y a des élus qui président les conseils d'administration de chacune des sociétés de transport. Donc, ça fait beaucoup de monde. Et d'ailleurs, il y a une recommandation qui dit, ici, dans la CMM, on devrait retirer tous les élus des conseils d'administration. Ça, évidemment, ça fait réagir beaucoup. Mais je pense que, je l'ai dit hier, toutes les recommandations méritent d'être au moins étudiées, analysées, et on devrait réfléchir à l'ensemble de ce qui a été recommandé pour que les Québécois en aient plus pour leur argent. Toujours le même objectif. Vous parlez de ces strates là, qui sont très épaisses dans l'administration des sociétés de transport, et vous parlez du rôle des élus. Il y a des élus qui siègent dans les conseils d'administration. On a reçu à ce micro, il n'y a pas longtemps, Luc Tremblay, qui est l'ancien PDG de la Société de transport de Montréal. Lui, il fait le constat d'écouter, le politique nuit à nos opérations. Le politique s'immisce, veut des beaux projets pour couper des rubans. Son texte s'intitulait justement « Les rubans », et il dit « Laissez-nous gérer ça, on ne va pas aller vers des trucs qui sont politiquement intéressants. C'est pas sexy d'investir dans les infrastructures, mais ça va être plus efficace. » Qu'est-ce que vous avez pensé de sa lettre? Je l'ai lu. C'est sûr que, tu sais, il faut voir aussi, puis c'est toute la question de fond. Nous, les élus, évidemment, les budgets ne sont pas illimités. Puis ce qu'on appelle là, en infrastructure, là, souvent au quotidien, on s'exprime de manière à dire il y a la bonification et il y a le maintien. Donc, il faut mettre de l'argent dans le maintien de nos infrastructures, ce qui a été largement déficient dans les dernières années. Nous, ça fait 6 ans qu'on est au gouvernement. Donc, je pense qu'il n'y a personne qui pense que les ponts et les routes se sont usés avec l'arrivée de la CAQ. Là. C'est le résultat de plusieurs années de négligence d'entretien de nos infrastructures. C'est pour ça qu'on est pris avec des permachantiers, ce que j'appelle des permachantiers, moi. Là, on a le tunnel Hippolyte, on a le pont La Violette à Trois-Rivières, le pont de l'Île-d'Orléans à Québec, le pont de l'Autour, toutes des choses qu'on doit refaire en urgence et qui génèrent des chantiers. Mais en même temps, les gens veulent aussi des nouveaux projets. Ils veulent des nouvelles routes. Alors, il faut trouver l'équilibre. C'est vrai que c'est difficile. Je veux revenir à la lettre de M. Tremblay, parce que c'est important. Lui, ce qu'il dit, c'est les élus de Montréal qui siègent à la STM imposent des projets qui sont peut-être politiquement sexy, mais qui sont inutiles. Lui, il dit que ça nous empêche de bien investir dans les infrastructures. Êtes-vous d'accord avec lui? Bien, inutile, je n'irais pas jusque-là. Là. Si on pense au prolongement de la ligne bleue, c'est un projet que la STM souhaitait, que le gouvernement souhaitait, que tout le monde souhaitait. Les citoyens attendent depuis longtemps le prolongement de la ligne bleue. On a fini la dernière inauguration en 88, si ma mémoire est bonne, donc ça fait longtemps qu'on l'attendait. Mais là où je rejoins, ou en fait, là où le rapport qu'on a déposé hier rejoint un peu la lettre de M. Tremblay, c'est la question de la présence des élus sur les conseils d'administration. En même temps, à leur décharge, c'est sûr que quand une municipalité engage des fonds et les municipalités contribuent au financement du transport collectif, c'est normal qu'elles veuillent avoir voix au chapitre. C'est normal que les élus du parti politique qui forme l'administration veuillent avoir voix au chapitre. Or, il y a déjà des élus à la CMM, il y a déjà des élus à la tête des villes, premièrement, sur la CMM et sur le conseil d'administration de la RTM. Donc, ils ont déjà voix au chapitre dans des instances très décisionnelles. Alors, mais moi, comme je vous dis, ça, c'est pas quelque chose qui relève du gouvernement. C'est une décision qui devrait venir des municipalités, des sociétés de transport. Ça fait partie des recommandations qui sont de leur responsabilité à laquelle ils doivent réfléchir. Mais comme je disais, je pense que chaque recommandation mérite d'être étudiée. OK. Il y a quelques jours, notre ami Paul Arcan a sorti dans sa revue de presse numérique là, disponible sur nos plateformes à Cogeco et dans la presse, il a sorti un scoop. Le scoop est le suivant. Il y a des immigrants qui viennent au Québec, qui n'ont pas de permis de conduire du Québec. On leur permet de conduire. Et même quand ils échouent à leur examen de conduite du Québec, ils peuvent facilement là, avoir une autre permission pour recommencer à conduire. Comment vous avez réagi en prenant compte de ça? Et est-ce que ce sont des dangers publics?
Mais c'est qu'ils continuent à conduire, finalement, avec leur permis. Et cette question-là, d'abord, la réponse courte, c'est que j'ai réglé ça justement cette semaine, mercredi midi précisément, c'est fait. En approuvant une modification réglementaire au Conseil des ministres. Donc, on a réglé la question, ou en tout cas, on a amélioré la situation parce qu'effectivement, ça n'avait pas de bon sens. Là. En tout respect, c'est pas une question, c'est que quand on regardait les statistiques, puis quand on regarde comment ça fonctionne, c'est que les gens qui arrivent ici viennent d'un pays, soit un pays qui a une entente avec la SAAC, avec le gouvernement. Donc là, il y a un échange de permis qui se fait, puis c'est conventionné, c'est une entente et tout ça. Pour ceux qui viennent d'un pays qui n'a pas d'entente avec la SAAC, ils avaient 6 mois pour passer leurs examens et le réussir pour avoir un permis standard comme vous et moi. Et s'ils ne réussissaient pas, ils pouvaient continuer à conduire. Bien, ils continuaient, tu sais, puis il n'y avait comme pas d'échéance. Après le 6 mois, qu'est-ce qui se passe? C'était là, pas clair. Vous avez fermé cette brèche-là. C'est que là, maintenant, on va leur donner un permis d'apprenti. Un même permis d'apprenti comme les gens qui sont ici. Là. Alors donc, obligés d'être accompagnés en tout temps par une personne qui a un permis, interdiction de conduire entre minuit et 5 heures. Donc, ça vient avec plusieurs conditions jusqu'à ce qu'ils réussissent l'examen. C'était-tu dangereux pour les Québécois, vous pensez, d'avoir cette dispense-là? Bien, moi, parce que j'ai vu les statistiques, quand on a fait fallait modifier un règlement là, qui touche le code de la sécurité routière avec la SAAC. Alors, quand j'ai regardé ça, j'ai dit, bon, mais qu'en est-il? Parce que c'est toujours bon d'avoir des bases chiffrées. C'est bon pour le transport collectif, c'est bon tout le temps. Et vraiment, il y a une surreprésentation dans les statistiques par rapport à l'implication dans des accidents. Donc ces gens-là causaient plus d'accidents. Oui, il y avait un enjeu de sécurité routière clair et net. Et là, on a réglé ça cette semaine. Madame Guilbeault, toujours un plaisir. Merci d'être venue nous voir. Merci à vous. C'était Geneviève Guilbeault, la ministre des Transports. Voici Patrick Lagacé. Mon prochain invité est Paul Saint-Pierre Plamondon, qui s'inquiète ces jours-ci là, de toute la question de la politique répressive de Donald Trump à l'égard des migrants qui sont sur le territoire américain de façon irrégulière, illégale. Il veut les déporter tous du premier au dernier. Ça risque d'avoir des conséquences pour le Québec. On va écouter M. Saint-Pierre Plamondon à l'Assemblée nationale hier. Madame la Présidente, à la suite du choix des Américains de reporter Donald Trump au pouvoir, la priorité du Québec devrait être de contrôler ce qui se passe à notre frontière. Donald Trump a promis de déporter jusqu'à 20 millions d'immigrants illégaux qui vivent aux États-Unis. Je le cite mot pour mot. « On day one, I will launch the largest deportation program in America's history. » On vient d'apprendre ce matin que les agents frontaliers qui travaillent au Québec ont reçu durant la nuit un mémo leur demandant de se préparer à des vagues migratoires sans précédent. Et on sait que... Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois, est en studio. Monsieur Saint-Pierre Plamondon, bonjour. Bonjour. OK, vous avez fait cette sortie-là. Qu'est-ce que le Québec peut faire pour protéger ses frontières? Pas grand-chose dans la mesure où on n'a pas ces pouvoirs-là. Ce sont des pouvoirs fédéraux. Et j'aimerais revenir, par souci de précision, sur la chronique hier à votre micro de Jonathan Trudeau qui qualifiait de loufoque la position du Parti québécois et qui disait que le Parti québécois trouvait ça facile de régler le problème avec l'indépendance. On a dit également que j'attribuais à François Legault ce mouvement de masse de cette migration potentielle. Ce que j'ai dit, c'est que lorsqu'on me pose la question à moi, à Québec, qu'allez-vous faire ici à l'Assemblée nationale? François Legault est responsable de son impuissance advenant ce scénario-là, parce qu'il prétend depuis 6 ans qu'on va obtenir les pleins pouvoirs en immigration, qu'un mandat fort de la CAQ va influencer Justin Trudeau, et le moindrement qu'on s'est intéressé au chemin Roxham et qu'on s'est intéressé à ce qui se passe aux aéroports, la perte de contrôle sur l'immigration de la CAQ, elle vient du fait qu'elle n'a pas les pouvoirs. Et donc, ce que le Parti québécois prétend, c'est que les solutions, elles existent. On regarde à travers le monde. Qu'est-ce que font les autres pays? Resserrement des règles de visa, ça prend un visa pour rentrer sur le territoire. Premier examen à la frontière. Traitement des demandes d'asile en 28 jours à la frontière également. Le système canadien, c'est le plus poreux, le plus laxiste. On laisse tout le monde rentrer aussitôt qu'on prétend être demandeur d'asile. Et le traitement prend 2 à 3 ans, période pendant laquelle il faut loger, offrir les services. Donc, nous, on prétend qu'il faut suivre l'évolution des pays européens, des pays partout dans le monde qui resserrent leurs règles, mais que c'est impossible, comme politicien québécois pour moi, de le faire parce que c'est entre les mains de Justin Trudeau et sa gestion des frontières a été idéologique et catastrophique depuis 2015. Oui, et ça, c'est dénoncé partout et pas juste par des gens qui ont une, disons, aversion naturelle pour l'immigration. Je veux dire, il y a des banques qui commencent à dire qu'il y a trop de monde au Canada. Maintenant que ça c'est dit, si vous étiez premier ministre,
vous deviendriez premier ministre d'une province, vous voulez faire un pays, soit. Mais si vous étiez aux affaires présentement, M. Saint-Pierre Plamondon, est-ce que vous auriez un levier? Est-ce que vous feriez quelque chose dans l'action différemment de M. Legault pour faire face à cette vague potentielle de migrants américains? Sans l'indépendance, ce qu'un premier ministre du Québec peut faire, c'est appeler Justin Trudeau puis espérer peut-être la mise sur pied d'un comité. Et ce genre de comité-là, on le sait ce que ça a donné à Roxham. Donc, moi, tout ce que je dis, c'est que, de mon point de vue, et respectueusement soumis, de mon point de vue, ce qui est loufoque, c'est de demander à des politiciens québécois d'exercer un pouvoir à la frontière, aux aéroports et au niveau des visas, alors qu'on n'a aucunement ces pouvoirs-là. François Legault prétendait que dans le Canada, on pouvait obtenir les pleins pouvoirs en immigration. C'est ce que je veux. Et je pense qu'à ce stade-ci, on devrait conclure qu'il n'y a que l'indépendance du Québec qui nous donne une chance d'avoir ces pleins pouvoirs en immigration. Mais comme premier ministre d'une province, vous n'auriez pas beaucoup plus de pouvoir que lui. Là. Ça, vous convenez de ça? Je conviens de ça, sauf que je veux souligner que ça fait 6 ans qu'on se conte des histoires et que ça se traduit par une situation de perte de contrôle sur l'immigration qui, à la lumière de potentiellement 11 millions ou 20 millions de migrants, est minuscule. Là. C'est-à-dire, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Mais si vraiment Donald Trump procède, on est devant des défis beaucoup plus grands que Roxham et je trouve ça inconcevable qu'on ne souligne pas l'absurdité d'être politicien québécois à l'Assemblée nationale et d'avoir aucun contrôle sur nos aéroports, aucun contrôle aux frontières et sur les règles de visa, pendant que tous les pays européens, pas tous, mais quand même une majorité de pays européens, ont substantiellement resserré les règles. Donc, il y a le Canada qui demeure laxiste, les autres pays qui resserrent leurs règles. Où pensez-vous que la pression va s'exercer? Bien, à l'endroit le plus désorganisé, le plus poreux. Puis c'est pas sous notre gestion. J'aimerais ça vous entendre justement sur l'élection de Donald Trump. Ça a été une campagne qu'on avait décrite dans les sondages comme étant serrée. Quand on s'est couché la veille de l'élection américaine, les sondeurs n'osaient pas se prononcer. Qu'est-ce qui a fait que M. Trump a gagné et quel est son attrait, vous pensez? J'ai beaucoup d'opinions. Allez-y, on a du temps. Trump. Mais mon rôle, si je veux représenter le Québec vis-à-vis notre partenaire principal sur le plan commercial, c'est de demeurer diplomate et prudent. Et de ne pas livrer le fond de votre pensée. Je ne suis plus analyste. Et j'ai trouvé ça très étrange que je sois le seul politicien québécois à faire le tweet d'usage là, qui consiste à dire « Félicitations pour le gagnant ». On reconnaît le résultat de l'élection démocratique aux États-Unis. C'est le rôle du premier ministre. Je ne comprends pas qu'il ne l'ait pas fait. J'ai mon opinion sur la part de responsabilité des démocrates, la part de ras-le-bol vis-à-vis le wokisme aux États-Unis, la part des médias traditionnels là-dedans, puis la part des médias sociaux, d'Elon Musk notamment là-dedans. Il y a plein de choses à dire, mais ce n'est plus mon rôle. Mon rôle, tel que je le conçois, c'est de favoriser un espace de collaboration et potentiellement d'influence, mais lorsqu'on n'est pas respectueux de la démocratie de chez notre voisin, le risque qu'on encourt, c'est de n'avoir aucun espace de discussion. Par la suite, moi, je veux pas ça. Je veux qu'on demeure diplomate et respectueux de notre voisin. Je vous le dis, comme citoyen québécois, je trouverais ça inquiétant que vous vous en preniez au président américain. Ça, je vous comprends. Mais sur les raisons, sur son attrait, vous devez avoir un point de vue là-dessus. Qu'est-ce qui fait que ce personnage sulfureux, on est dépassé le controversé, là. Je veux dire, c'est ce monsieur-là, moi je le prends sur moi, M. Saint-Pierre Plamondon, je ne vous le fais pas dire, là. Je veux dire, il a été trouvé coupable dans une cour criminelle. Malgré ça, il y a une majorité d'Américains qui se disent, ça, c'est notre homme. Qu'est-ce qui fait que les Américains l'aiment, vous pensez? Je ne suis pas convaincu que tous les électeurs républicains approuvent ce que vous venez de décrire. Mais il y a un ras-le-bol de d'autres choses qui jouent. Je m'arrêterai là. Mais je réitère que pour le Québec, on n'est pas obligé, parlons de la France par exemple, on n'est pas obligé comme peuple de verser dans de la polarisation à outrance. Et ça demande d'être critique de la gauche radicale, tout comme de la droite radicale, et de tenter dans un univers de plus en plus polarisé,
de trouver le juste milieu, d'avoir une justesse dans les propos comme dans les politiques. OK, je veux vous entendre brièvement maintenant. Revenons aux affaires de votre parti. Il y a un militant qui s'appelle Vincent Boulet. Boulet ou Boulet? Boulet, mais c'est bon, vous qui dites... écoutez, c'est un... Vincent Boulet, mais ça s'écrit Boulet, je crois. Enfin, qui est sur une commission politique, qui a fait une sortie qui vous critiquait. Et là, il a été, disons, convoqué devant les instances de comité de discipline. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on peut appeler ça au PQ. Est-ce qu'il a été exilé là, à l'heure où on se parle? Je ne peux pas parler du processus, mais je veux spécifier que c'est pas parce qu'il a rédigé une lettre où est-ce qu'il est en désaccord avec le chef. Il l'a fait sur ses médias sociaux et dans d'autres lettres un paquet de fois, puis le parti n'a jamais réagi. Il y a d'autres faits qui sont allégués et qui constituent des manquements au devoir de loyauté, au devoir de réserve d'être sur une commission politique et au code d'éthique. Et ça, il y a un comité qui s'est penché là-dessus. Ensuite, ça va être envoyé au conseil d'administration. Il y a comme un processus qu'on doit suivre et le processus, il est confidentiel, de sorte que, évidemment, pour nous, politiciens, c'est un peu inconfortable. On aurait des choses à dire là-dessus, mais il faut respecter la confidentialité et les règles s'appliqueront au Parti québécois, notamment le code d'éthique. Ce sera su et connu lorsque le travail sera complété. Mais vous comprenez qu'il y a cette perception que le chef ne veut pas être contesté et ne tolère pas la dissidence. C'est pas ça le sujet. Puis les gens peuvent vérifier avant ces événements-là que ce militant avait beaucoup de liberté d'avoir des points de vue différents. Et ça n'y a pas nuit. Ben, on n'a rien fait. C'est pas ça, malheureusement. On peut pas parler de c'est quoi les faits qui sont allégués. Mais on va laisser le parti. Puis rappelons que ce sont des élus du parti, là, une douzaine, qui vont disposer suivant nos règles. Donc, on a des règles de fonctionnement et on les applique tout simplement. Merci d'être venu nous voir ce matin. Merci. Bonne fin de semaine. C'était Paul Saint-Pierre Plamondon. On a un invité, Bénédicte. Il s'agit de Marc-Antoine Vachon, qui est lieutenant responsable à la division des enquêtes de l'exploitation sexuelle des enfants sur Internet à la Sûreté du Québec. Monsieur Vachon, bonjour. Bonjour. Donc, il s'agit d'un démantèlement de réseau de prostitution juvénile. Non, de photos juvéniles. Pornographie juvénile, oui. 24 perquisitions, 17 arrestations à la grandeur de la province. À cette semaine, plusieurs corps de police impliqués avec la Sûreté du Québec. Monsieur Vachon, peut-être nous faire un portrait peut-être de cette opération qui a été menée tout au long de la semaine. Oui, exactement. Comme vous l'avez dit, c'est 24 perquisitions qui ont été effectuées cette semaine. C'est des enquêtes qui ont débuté cet été et qui ont 6 organisations policières ont participé activement dans ces enquêtes-là. Donc, évidemment, il y a la Sûreté du Québec, mais aussi les corps de police municipaux comme Montréal, Québec, Longueuil, Laval et Gatineau qui ont activement participé à ça. Ces 24 perquisitions-là, faites à travers la province, ont mené à l'accusation de 17 hommes âgés entre 38 et 80 ans. Ces gens-là sont tous accusés d'accès, possession et distribution de pornographie juvénile. Monsieur Vachon, il me semble qu'il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait dans l'actualité des gens qui sont pincés à avoir créé, distribué de la pornographie juvénile. J'en parlais avec Bénédicte un peu plus tôt, là, hors d'onde. Chaque semaine, elle voit dans les palais de justice des gens qui sont traduits devant les tribunaux pour ce genre de délit absolument épouvantable. Est-ce que c'est en hausse? Depuis 2019, là, simplement au niveau des signalements qu'on a reçus, c'est une hausse de 295 %. Donc, oui, il y a une hausse. Est-ce que c'est attribuable à la consommation des gens? Bien, assurément, mais il y a aussi les techniques de détection qui se sont améliorées au fil des années. Mais malgré ça, malgré la hausse, est-ce que c'est le cas classique aussi où la police va pogner plein de monde, mais la majorité des contrevenants là, s'en tirent? C'est sûr que, vous comprenez, cette année, on s'enligne vers une année de plus de 5 000 signalements. Donc, c'est sûr que c'est ça. 5 000 signalements? Ah, facile. On est c'est déjà 100 par semaine. Exact. On est déjà rendu à 4 900. Donc, oui, ils ne sont pas tous faits, les cas. On a un comité de priorisation qui est très important au niveau de la Sûreté du Québec et qu'on effectue à chaque semaine. Mais tu sais, on mène environ, je dirais, par année, quand même 250 arrestations si on implique tous les partenaires dans ce type de créneau-là. Fait que c'est quand même un bon chiffre. Il y a encore beaucoup de personnes qui pensent pas que c'est un crime, étant donné que ce qu'ils disent, c'est qu'il n'y a pas de victimes réelles parce que c'est derrière un écran. Il y a beaucoup de monde que vous croisez qui pense encore ça. Malheureusement, on l'entend souvent que, exactement, autant de la famille, l'entourage de la personne qui est accusée que de l'accusé lui-même, la prétention de ne pas commettre de crime parce qu'on n'a fait que consulter. Évidemment, consulter de la pornographie juvénile, la télécharger, la rendre accessible, c'est encourager sa production. S'il n'y a personne qui consomme, évidemment, il n'y aura pas de producteur au bout de la ligne. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que l'enfant sur l'image ou sur la vidéo a été réellement abusé sexuellement
par quelqu'un à travers le monde. Je me souviens du documentaire, la série documentaire de Paul Arcand sur une des plateformes de TVA. Je pense que c'était la plateforme Vrai, justement sur ces gens qui consomment, qui se font arrêter pour pornographie juvénile. Regardez les images, vous l'avez dit, M. Vachon. Il y a des enfants, il y a des jeunes qui ont été exploités là-dedans. Quand vous les arrêtez, là, quand vous cognez à la porte, est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils ont fait? Rapidement, le suspect est identifié, la personne est accusée. Donc oui, ils vont comprendre qu'est-ce qui est fait. Mais est-ce qu'ils comprennent que ce qu'ils ont fait, c'est épouvantable? Bien, comme je dis, pas toujours, parce qu'il y en a qui vont minimiser en disant qu'ils n'ont pas abusé de personnes, qui n'ont fait que consulter. Il y en a certains que, lors de l'interrogatoire, ils vont être en mesure de constater les dommages que ça crée envers un enfant. Même s'il est méconnu de la personne, c'est un enfant quand même dans le monde qui est abusé sexuellement par un adulte. Puis il y a comme l'idée préconçue que c'est quelqu'un dans son sous-sol, une espèce de dépravé, mais vous voyez des gens, des monsieur, madame, tout le monde. Est-ce qu'il y a un portrait type de ces gens-là que vous arrêtez? Non, pas de portrait type. C'est toujours... oui, c'est souvent des hommes, mais c'est arrivé aussi dans le passé où on a accusé des femmes. Mais dans le cas présent, Dieu merci, on n'a pas de personnes en situation d'autorité auprès des enfants, mais on a des gens qui travaillent dans des usines, on a des signaleurs, on a quelqu'un dans un salon de qui, on a des retraités, on a des sans-emploi. Donc, on a vraiment de tous les milieux. OK. M. Vachon, on le rappelle, là, vous êtes responsable de la lutte à l'exploitation sexuelle des enfants sur Internet à la Sûreté du Québec. On vit dans une ère d'intelligence artificielle où on peut générer toutes sortes d'images. Est-ce que commence à apparaître sur votre radar policier là, des gens qui génèrent, qui partagent des images qui n'ont pas exploité des enfants, mais qui ont été générés par l'intelligence artificielle? C'est un phénomène qui commence à être observé en pornographie juvénile, honnêtement, dans ce qu'on reçoit comme signalement, un petit peu moins, mais on commence à l'observer dans les écoles où des étudiants entre eux vont générer ce type d'image-là pour ridiculiser peut-être un camarade de classe ou un autre étudiant. Donc, c'est des phénomènes qu'on observe. C'est déjà arrivé dans le passé à la Sûreté du Québec. On a fait des arrestations. Dans le cas où on a fait de l'arrestation, c'est 86 000 images qui avaient été générées par le prédateur sexuel. Puis ce prédateur-là, ce qu'il prétendait en interrogatoire, c'est qu'il était tellement habitué de consulter de la pornographie juvénile qu'il s'en générait de la nouvelle parce que visiblement, ça ne l'excitait plus ce qu'il consultait. Et si quelqu'un génère de la pornographie juvénile avec l'aide d'un logiciel, des deepfakes ou l'intelligence artificielle, sa situation face à la loi, c'est quoi? C'est la même, parce que dans le code criminel, c'est clair, toute représentation d'un enfant qui est dans une situation d'abus sexuel ou dans une situation d'exploitation sexuelle représente de la pornographie juvénile. Donc, même mettre le visage d'une jeune fille sur le corps d'une femme adulte, exemple, représenterait de la pornographie juvénile selon le code criminel. Quand vous dites qu'il y en a qui n'en ont jamais assez, dans ce que vous avez eu comme perquisition, comme arrestation, il y a des cas où on voit justement le nombre de fichiers est assez impressionnant, si je ne me trompe pas. Exact. Chaque personne accusée a son type de consommation personnelle, si on peut le dire, mais dans le cas présent, il y a des endroits où on a trouvé 30 000 fichiers, un endroit où on a trouvé 426 000 fichiers de pornographie juvénile. Monsieur Vachon, lâchez-les pas. Merci beaucoup d'être venu nous voir en studio aujourd'hui. C'était Marc-Antoine Vachon, lieutenant responsable à la division des enquêtes de l'exploitation sexuelle des enfants sur Internet pour la Sûreté du Québec. Merci encore. Un mot sur l'enquête du BEI, la police des polices à Longueuil. Mais là, on a un petit peu plus de détails. Ce qu'on sait, c'est que le BEI a ouvert une enquête et ce qu'on a comme renseignement préliminaire, c'est qu'il y a une personne qui a été blessée par une arme à feu et ça implique donc les policiers, 5 enquêteurs du BEI. Je rappelle que ça se passe sur le boulevard Tachereau, station-service du côté de Greenfield Park. On devrait être en mesure d'avoir un peu plus d'informations, mais c'est confirmé qu'une personne a été blessée par arme à feu dans cette histoire-là. Merci, Bénédicte. On va se retrouver très bientôt.